C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV présenté par Lucas Chopin ce soir. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Pluie et grisaille accompagneront cette journée de jeudi dans nos deux départements. Des températures en hausse, vous le voyez, la minimale sera de 1 degré, la maximale demain après-midi de 10 degrés. À la une, bien sûr, cette vigilance orange, neige et verglas sur nos départements ce matin. Nous observerons d'abord comment les petites communes s'organisent face aux intempéries. Quels dispositifs sont mis en place par les municipalités pour permettre aux citoyens de prendre la route. Nous prendrons exemple sur la ville aux Dames. Nous irons également à votre rencontre. Vous, piétons, osez-vous vous aventurer dans les rues partant de neige et de verglas? Trouvez-vous les trottoirs glissants? Réponse dans ce journal. Et puis nous irons à la rencontre de ces professionnels impactés par l'épisode neigeux avec l'exemple d'un transporteur routier. Ces camions ont été mis à l'arrêt forcé aujourd'hui. Il témoignera des effets sur son activité. Et puis notre premier invité de ce journal ce soir, Xavier Maupoint. Président des jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire, nous ferons avec lui un point sur les mobilisations des agriculteurs. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir, les compléments alimentaires, bonne ou mauvaise idée? Notre nutritionniste Virginie Charot sera avec nous pour répondre à cette question dans quelques instants. Mais d'abord, plus de peur que de mal avec cette alerte orange, neige et verglas ce matin. Et Aurélien, un niveau d'alerte qui a baissé au cours de la journée. Malgré tout, dans nos villes, il a fallu s'adapter et s'organiser. Mais de quels moyens disposent les petites communes pour permettre à leurs habitants de prendre la route de manière plus sûre? Exemple à la Ville aux Dames avec Hélène Chaplet. Au centre technique de la Ville aux Dames, les agents disposent d'un tracteur et d'un camion de 19 tonnes pour déneiger et saler les 36 km de voirie. Après avoir traité les axes principaux en début de nuit, ce mercredi matin, Laurent s'attaque aux rues qui desservent les lotissements. Lui racle le sol et derrière son collègue Thomas répand du sel sur la chaussée. Quand il y a des voitures, c'est pas pratique. Du coup, moi, je passe la lame pour enlever le surplus de neige, pour que mon collègue, après, il puisse mettre le sel pour que ça dégèle le mieux, quoi, en fait. On est par deux, en astreinte. Et donc, du coup, quand je suis d'astreinte, j'ai mon téléphone et puis je le laisse allumer toute la nuit. Depuis le début du mois de décembre et le déclenchement de l'astreinte hivernale, ils sont 4 agents mobilisables 24 heures sur 24. Ces dernières 48 heures, ils ont multiplié les sorties pour que les gynépolitains puissent se rendre au travail sans difficulté. On n'a pas vraiment d'horaire, on est plus sur des alertes par rapport aux heures à laquelle la neige tombe. Il faut saler 2-3 heures avant que la neige tombe, sinon ça n'a pas d'utilité. Depuis le 1er janvier, la date où l'alerte a vraiment été donnée, nous sommes rendus à 21 tonnes de sel. Les pluies verglaçantes attendues et redoutées ne sont finalement pas tombées. Alors Météo France aurait-elle été trop alarmiste? Du côté des piétons croisés dans les rues de la Ville aux Dames ce matin, rien à signaler. Là, ça va, je fais une petite balade tous les matins avec mon petit chien. Jusqu'à maintenant, j'ai pas tombé, j'ai pas glissé, mais il faut rester prudent quand même. Voilà. Vu ce qu'ils disaient aux infos, on s'attendait un peu à galérer, même à pied. Et puis, en fait, on est surpris, ça glisse pas tant que ça. Bien, ouais. Tout va bien. Et même les routes sont bien dégagées. Mais il n'y a pas grand monde, par contre, dehors. Les gens sont chez eux. Avec le retour des températures positives, la neige devrait progressivement disparaître de nos paysages, tout comme les déneigeuses. Ces outils servent finalement de moins en moins souvent dans nos territoires. Et vous, avez-vous eu des difficultés sur la route aujourd'hui? C'était l'objet de notre question web du jour. La réponse est majoritairement non. Vous n'avez pas eu de difficultés sur la route à 61%, 39% de oui. Autre question, avez-vous eu des difficultés dans les rues? Aurélien, vous tenez sur vos quilles quand il y a de la glace? Sur mes quilles, tout à fait. J'essaye. Vous essayez, oui, parce que le risque, il n'est pas seulement pour les automobilistes. Les piétons, eux aussi, doivent faire attention. Nous sommes d'ailleurs allés à votre rencontre pour savoir si vous faites bien attention aux glissades sur nos trottoirs. Regardez. On revient du centre, place du Palais, et ça glisse beaucoup, surtout sur les passages piétons et sur les routes en pavé. Depuis ce matin, j'arrête pas de glisser. C'est pour ça que je m'accroche à lui, en fait. Et je me demande pourquoi c'est pas sablé ou salé, quoi. Dans le temps, on avait des gens qui prenaient un seau et qui dessalaient tous les trottoirs. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je ne comprends pas qu'une ville comme Tours ne mette pas des choses en place pour, dès qu'il y a 3 flocons de neige, qu'on ne puisse pas avoir un minimum de sécurité et de pouvoir se déplacer en toute sécurité, justement. Les chaussures s'abîment, ça glisse. Hier, on avait des chaussures, des baskets pour aller à l'école. Bon, quand on a vu que ça glissait à ce point-là, on a mis, on s'est équipé déjà
En prévision des vacances de février, on a déjà sorti l'équipement. Et Lucas, certains professionnels ont aussi été impactés par cette alerte neige et verglas. C'est le cas des conducteurs de poids lourds. Hier, nous vous montrions les dizaines de camions arrêtés sur l'autoroute, des arrêts forcés qui ont un impact sérieux sur les entreprises. Exemple chez le petit transporteur et sur la plateforme logistique Interpool avec Romain Delville. La décision préfectorale a été prise peu avant 20h hier soir. L'interdiction de circuler pour les véhicules entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes. Ce matin, les poids lourds sont donc restés à quai, comme ici sur cette plateforme logistique de Montlouis-sur-Loire. Ce que regrette ce chef d'entreprise de transport à la tête de 6 camions qui circulent principalement en région. Là, on a eu interdiction cette nuit et beaucoup moins de neige que ce qui était annoncé, parce qu'on avait annoncé entre 3 et 10 cm. Au final, on a eu moins que dans la nuit de lundi à mardi et les routes étaient en plus mauvais état. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'au final, on contraint des corporations à ne pas pouvoir travailler et avec une vraie perte de chiffre d'affaires dans une période compliquée. D'un côté, des quais d'expédition figés. De l'autre, un entrepôt où s'est accumulé tout le matériel. Des tondeuses au lave-linge, des cartons de vin ou encore un scooter. Au sein de la plateforme Interpool, les colis attendaient le feu vert préfectoral. Donc aujourd'hui, c'est la marchandise qui stagne à cause des interdictions de circuler. Donc aujourd'hui, on commence à avoir 2 jours de retard sur toute la région Grand Ouest surtout, où on ne sait toujours pas si on va pouvoir repartir cet après-midi, remettre des camions sur la route pour pouvoir évacuer toute cette marchandise. Résultat, seuls les camions de transport inférieurs à 3,5 tonnes étaient officiellement autorisés à circuler en Indre-et-Loire. Et dans les jours qui viennent, il faut s'attendre à avoir plus de poids lourds sur les routes pour rattraper le temps perdu pour les transporteurs. Depuis la fin d'après-midi, les restrictions de circulation ont été levées par la préfecture. Et Romain Delville, on vient de le dire, la vigilance orange, neige et verglas est donc levée, Lucas. Et oui, ce matin, de la neige tombait encore sur nos 2 départements, principalement en Loire-et-Cher. De la neige remplacée peu à peu par des pluies verglaçantes dans certains secteurs. Olivier Renard de Météo Centre nous explique ce phénomène et fait le point sur la situation attendue pour les jours à venir. Dans la chute, on a une zone où la température est positive, on a une fonte de ces flocons qui se transforment en eau, qui retombe ensuite sur des zones qui sont négatives, et là, du coup, ça forme des pluies verglaçantes. C'est vrai que le 1er janvier, il n'avait pas fait froid dans une grande partie de la région centre, et même à Romorantin, je crois que c'est depuis 1997. Donc du coup, on a tendance à oublier que la neige au sol, ça n'a absolument rien d'exceptionnel dans l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Donc on est un peu surpris, mais en fait, en soi, on doit avoir quelques jours de neige au sol et on doit avoir grosso modo entre 30, 40, voire peut-être 50 jours de gel par an à Romorantin. Et c'est vrai que ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pas eu. Tout va dépendre de si on a un regel véritablement ou pas des températures demain matin. Si on reste sur du positif, la neige va avoir fondu, elle va fondre, ça va se transformer en eau et les chaussées vont être correctes demain matin, sauf peut-être très localement là où il aura gelé. Si on a une gelée généralisée, là par contre ça risque d'être beaucoup plus embêtant. Pour le moment, on serait plutôt sur des températures qui devraient être peut-être demain matin aux alentours de 2-3 degrés. On aura peut-être même 10 degrés avant vendredi l'après-midi, donc ça va vraiment être 2 salles, 2 ambiances. Après, on devrait avoir peut-être une nouvelle baisse des températures, je dirais peut-être lundi, et après sur le reste du mois, on devrait être dans les normales de saison. Nous, on estime pour le moment, mais après, ça reste des prévisions à long terme, donc à prendre avec énormément de précautions, qu'on devrait rester sur des températures peut-être trop douces pour un mois de janvier, et peut-être même qu'on sera sur des températures qui seront tellement douces sur le reste du mois que le mois pourrait même être anormalement chaud à la fin du mois, donc à surveiller quand même. À suivre donc. Un mot à présent, Lucas, sur la grippe aviaire. Un nouveau foyer pathogène a été confirmé en Indre-et-Loire le 2 janvier dernier dans une basse-cour de 50 volailles. Pour éviter la contagion d'autres élevages, le préfet a défini de nouvelles zones réglementées de protection et de surveillance, outre les 4 communes précédemment concernées. Les nouveaux périmètres s'étendent sur un rayon de 3 km autour de la zone Azé-le-Rideau, Cheillé, Linière de Touraine et Valère, et 10 km autour des autres communes que vous voyez sur cette carte.
Il est l'heure à présent, Lucas, d'accueillir notre premier invité de ce journal ce soir, Xavier Maupoint. Président du syndicat des jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire, il fait le point avec nous sur les revendications et les mobilisations des paysans. Bonsoir Xavier Maupoint. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. La dernière fois qu'on avait pris de vos nouvelles, vous étiez à Bruxelles. Vous voici à Tours. On vient d'évoquer les mesures prises pour la grippe aviaire et nous, vous avez laissé l'année dernière, il y a quelques jours, avec les mesures quant à la dermatose nodulaire contagieuse des bovins, la DNC, et cet abattage systématique des cheptels à chaque cas détecté. Le gouvernement ne transige pas, cet abattage devrait être maintenu. Vous, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à ce sujet ? Au niveau de la DNC, donc là, ça va être plus pour la continuité, à la suite des abattages. Donc on a vu dans le sud de la France cette problématique qui a révolté, qui a mis la goutte d'eau dans le vase, et ça a mis la campagne à feu et à sang, entre guillemets, dans le sud. Et là, après, c'est plus savoir avoir une ligne de conduite pour la continuité, parce que là, quasiment la totalité des Pyrénées ont été vaccinés, et savoir si demain, dans un mois, dans 2 mois, des animaux qui sont vaccinés ont quand même la DNC, savoir le protocole. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse de l'État. D'accord, oui, dans le cas où, malgré la vaccination, finalement, la maladie continuerait d'avancer. Donc avoir plus de visibilité, en fait, c'est ça Oui, c'est le problème de l'agriculture en ce moment, c'est qu'on n'a pas de visibilité donc à court terme, parce que là, sur la DNC, c'est dans 1 mois, et puis à long terme, sur le métier en lui-même. Alors l'autre gros dossier, évidemment, c'est le Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États d'Amérique du Sud. Ne nous faisons pas d'illusions, l'accord va être signé vraisemblablement malgré la frilosité de la France. Dès lors, une fois que ça sera signé, si ça l'est, mais ça devrait l'être, qu'est-ce que vous attendez de l'État français ? Déjà, de l'État français, avant la signature, c'est vraiment un message clair du président de la République, c'est de vraiment dire non sur le Mercosur. Il saute du coq à l'âne, alors c'est pas évident, mais vraiment être contre le Mercosur. Et après, donc, c'est indéniable, Madame von der Leyen va signer le Mercosur. Après, c'est au niveau des clauses miroirs, pour ne pas faire rentrer des productions qui sont vraiment contre toute éthique française. Mais on a très peu d'attentes là-dessus aussi, parce qu'on sait que les pourcentages de contrôle, ils veulent les augmenter de 1 à 3%. Ça suffirait pas. C'est vraiment une goutte d'eau dans une mer. Et déjà, ils n'arrivent pas à s'auto-contrôler. L'État, on le voit au niveau de la loi Egalim, ils n'arrivent même pas à contrôler dans leur cantine. Donc vous pensez qu'on n'arrivera pas à contrôler correctement les produits qui vont entrer, c'est ça ? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il y aura trop de volume en face. Et ce qui va faire baisser les cours des différents produits, ça c'est indéniable. Alors les revendications sont nombreuses. Je vous propose de dire un mot sur la taxe carbone des engrais. Ce qu'on appelle la MACF. Exactement. D'abord, qu'est-ce que cette mesure elle coûterait aux paysans ? Ça ferait une vraie différence ? En fait, c'est le plus, quoi. Déjà, depuis la guerre en Ukraine, les engrais ont énormément augmenté. À la suite du départ de la guerre en Ukraine, les céréales suivaient au niveau des tarifs. Mais là, on est rechuté aux tarifs avant-guerre, sauf que l'engrais est déjà enlevé. Et là, on voudrait rajouter jusqu'à 100 € à peu près de taxes sur 1 tonne d'engrais. Donc, ce qui est impossible. Déjà, on n'y arrive pas actuellement, donc c'est impossible à englober dans nos charges. Donc on a une réponse cet après-midi au niveau de l'Europe que la MACF serait suspendue et non arrêtée. Oui, donc ça pourrait revenir. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé que cette taxe pourra être suspendue avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026. C'est pas une réponse suffisante pour vous ? Non, c'est pas. Il faut vraiment le bloquer. Donc là, on est au niveau européen. Le problème, c'est on commence à connaître la chanson, c'est qu'on décale. On a l'exemple des simplifications. Le 24 décembre, un décret est tombé pour réaugmenter tout ce qui est papier au niveau des enregistrements phytosanitaires. Donc on dit noir à une journée et blanc 6 mois après. Donc on veut vraiment il y a un arrêt total. Il y a quelque chose de concret. Une dernière question très rapide, de manière globale. Est-ce qu'on doit s'attendre à des nouvelles mobilisations des agriculteurs en Indre-et-Loire ?
En Indre-et-Loire, je ne sais pas. Demain, on a des JA qui montent à Paris aussi. Parce que le problème, c'est qu'en Indre-et-Loire ou sur les autres départements, on n'est pas forcément écouté. Donc on a été à Bruxelles. Là, il y en a qui montent à Paris. Demain, on sera peut-être au Luxembourg, au Parlement. Il faut aller voir les gens qui décident. Et les gens qui décident, malheureusement, ne sont pas sur nos départements. Merci, voilà, qui est entendu. Merci Xavier Maupoint, président des Jeunes Agriculteurs 37. Un mot de sport à présent avec cette défaite malheureusement pour le Tour Volleyball. Et oui, le TVB disputait hier son premier match de Ligue des Champions à domicile et les Italiens de Trento auront eu raison de nos Tourangeaux. Malgré la victoire sur le premier set, l'équipe a finalement été défaite 3-7-1. Et puis une bonne nouvelle maintenant qui concerne votre demeure, Lucas Chambord. Si seulement. Le domaine national bat pour la 4e année consécutive son record de fréquentation. Près d'1,22 million de personnes sont venues visiter le château ou profiter des activités qui l'entouraient en 2025. Une hausse de la fréquentation qui s'accompagne bien sûr d'une augmentation significative des recettes du domaine et qui n'est malheureusement pas ma demeure. Mais on s'en réjouit bien évidemment pour notre territoire. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité, c'est notre nutritionniste Virginie Charot qui est avec nous ce soir pour cette question, les compléments alimentaires, bonne ou mauvaise idée? Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonne année, bienvenue sur notre plateau. Alors aujourd'hui, on va évoquer en ce début d'année un sujet qui divise les rayons des pharmacies et les conversations, les compléments alimentaires, vitamines, minéraux, extraits de plantes. On a besoin d'un peu plus de clarté ce soir grâce à vous. De manière simple, dans quel cas précis un complément alimentaire est-il vraiment justifié et utile pour la santé? Mais je crois qu'il faut déjà avoir des symptômes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un complément alimentaire parce qu'on en a l'idée, mais parce qu'on a un symptôme. Par exemple, une fatigue, une crampe, vous savez, une paupière qui saute, des problèmes peut-être d'endormissement, des difficultés particulières. Donc, c'est quelque chose qui est en lien avec des symptômes du corps, d'une part, et éventuellement avec un mode de vie. Je pense au végétarisme, par exemple, là, du coup, qui peut nécessiter, pas obligatoirement. Est-ce qu'il y a des risques à prendre des compléments sans avis médical ou sans faire un bilan sanguin, par exemple, avant? Alors, le bilan sanguin n'est pas obligatoire. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a des risques sans avis médical ou paramédical. Parce que c'est très facile, en fait. Alors, tout petite info, le complément alimentaire sont des doses physiologiques. Ce n'est pas un médicament. Toutefois, 1 plus 1 plus 1 plus 1 peut finir par faire des doses supraphysiologiques et c'est là où ça peut être dangereux d'une part et d'autre part parce que parfois les gens prennent des médicaments à côté et il peut y avoir donc des interactions. Je vous pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que l'on peut vraiment compenser une alimentation déséquilibrée uniquement en prenant des compléments? La réponse est non. La réponse est non, parce qu'une vitamine au sein de l'aliment n'a pas la même efficacité ou la même absorption qu'une vitamine dans un complément, en fait. J'ai cité la vitamine D, le magnésium, les probiotiques. Lesquels sont les plus mal utilisés et devraient être peut-être plus utilisés, justement? Alors, je ne sais pas lesquels sont les plus mal utilisés. Par contre, j'aurais une petite vigilance sur ceux qui ressemblent à des bonbons. Je pense notamment aux gummies, vous savez, tous ces compléments, peut-être pour le sommeil ou pour booster. En tout cas, ça peut être mal utilisé parce que c'est savoureux, ça ressemble à des bonbons et c'est là où on peut faire un mésusage du produit. Limite, je préférais qu'ils aient un mauvais goût pour qu'on reste vigilant en fait sur les usages. C'est ceux-là qui peuvent être mal utilisés. Et puis encore une fois, il peut y avoir des croisements ou des interactions. Donc j'encourage en tout cas à lire un peu les étiquettes et à vérifier parce qu'on peut avoir par exemple 3 compléments qui contiennent chacun du magnésium. Donc ça ferait un peu trop de magnésium. Et ça pourrait faire trop de magnésium. Le conseil qu'on peut donner en conclusion de cette interview, c'est peut-être d'avoir un avis médical ou d'un professionnel comme vous? Alors, médecins, pharmaciens, les pharmaciens sont des pointures là-dessus, les diététiciens. Et je crois que l'avis fondamental, c'est qu'il y ait au moins un soignant qui a un aperçu global de tout ce que vous prenez. Que ce soit médicaments, compléments, parce que des fois c'est complément du coiffeur ou le complément du naturo, et qui est au moins un professionnel qui ait un aperçu global de tout ce qu'on prend. Une vraie personne ressource. Une personne ressource, encore une fois, médecin, pharmacien ou diététicien. Merci beaucoup Virginie Charot, puis on se retrouvera demain soir dans Local Génial. On parlera un peu des bonnes résolutions de la rentrée notamment. Eh bien oui, pour prendre soin de soi, comme on le fait, vous avez vu le temps de pêche qu'on a avec Lucas. C'est ça, prendre soin de soi et puis peut-être par extension et le lien avec Xavier et de la planète. Bien sûr, on en a besoin. Merci beaucoup Virginie d'être venue en plateau. Merci beaucoup Lucas. Merci Aurélien. C'est la fin de ce journal. Bah oui, on va se retrouver demain. Quelle pêche, quelle bonne humeur, c'est formidable. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Val de Loire TV, puis on se donne rendez-vous demain, vous êtes d'accord? 18h45, 17h50 pour Val de Loire en direct. Bonne soirée.